Nous allons reprendre plutôt cette journée de colloque. Alors tout d'abord, je remercie l'IERDJ de nous avoir invités, nous, barreau de Marseille, parce que je représente le barreau de Marseille à la direction de cette table ronde, pour ce colloque dont le sujet est passionnant. Nul doute que la suite et les interventions à venir seront de la même hauteur. Donc pour démarrer, je démarre tout de suite. Alors, la tragédie des biens communs développée par Gareth James Hardin pouvait être évitée, selon lui, par le biais de 3 solutions: la nationalisation, la privatisation et la gestion par les locaux. 45 ans après cette théorie, les instruments juridiques publics et privés en vigueur aujourd'hui offrent-ils un accès et une protection effectifs des biens communs naturels? C'est l'objet de cette 3e table ronde. Alors, tout d'abord, le corpus normatif pour la protection de l'environnement est important. On l'a évoqué ce matin au niveau international, national, mais aussi local. Cet ensemble de dispositions traduit la préoccupation croissante des pouvoirs publics en la matière. Quel est le rôle du juge administratif dans la mise en œuvre de ces textes et leur interprétation? A-t-elle évolué? De quelle manière? Selon quelle méthodologie? Fabien Reynaud, président adjoint de la section du rapport et des études du Conseil d'État, ancien président de la 6e chambre spécialisée en droit de l'environnement de la section du contentieux, nous éclairera sur la question de savoir si le juge administratif préserve les ressources naturelles. Ensuite, qu'en est-il du droit privé en pareille matière? Et plus particulièrement, qu'en est-il de la propriété privée par rapport au droit de l'environnement? Alors, on l'a évoqué de manière un peu agitée ce matin, mais on se souvient tous ici de nos premiers cours en droit civil, où on nous a appris que la propriété privée, c'est le droit d'user, de jouir et de disposer de la chose de manière propre, exclusive et absolue, sous les restrictions, bien sûr, établies par la loi. Cette définition de la propriété privée est-elle compatible avec la protection de la nature? C'est la question posée à Gilles Martin, professeur émérite de l'Université Côte d'Azur, qui, membre du GREDEC, CNRS, président du conseil scientifique du Parc national de Port-Cros. La propriété privée est-elle au service des biens communs? Mais également, la domanialité publique est-elle la garantie de la préservation des biens communs? Un garde-fou ou une chimère? La montagne est-elle à nous? Samuel de Liancourt, magistrat administratif, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon, nous attendons avec impatience votre analyse. Et enfin, parmi les biens communs, il est apparu indispensable de s'arrêter sur l'eau, l'air, le sol et sur le retour d'expérience et de contentieux de l'association France Nature Environnement, par la voix de sa directrice Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nathalie Chaudon. À l'heure où les combats environnementaux se livrent sur les réseaux sociaux, à coups d'images chocs dans les arbres ou dans les musées, les instruments juridiques actuels permettent-ils un accès et une réelle protection des biens communs par les citoyens et les associations de protection de l'environnement? Quel retour d'expérience? Quelles pistes d'amélioration? Voilà posées les interventions. Je donne la parole à Monsieur Reynaud. Merci beaucoup, Maître. Et donc d'abord, je voudrais remercier la Cour administrative d'appel de Marseille et sa présidente de m'avoir invité à participer à ce colloque, ainsi que l'IERDJ naturellement. Et pour répondre à votre question, je voudrais donc sur est-ce que le juge administratif préserve les ressources naturelles, je voudrais peut-être commencer par quelques rappels qui vont paraître des banalités, mais qui me semblent quand même importants pour cadrer ce que le juge administratif et ce que le juge de manière générale peut faire et ce qu'on doit en attendre. D'abord, il y a une évidence qu'il faut rappeler, mais c'est que le juge, il est d'abord là pour trancher les litiges qui lui sont soumis. Il est là pour trancher les litiges qui relèvent de sa compétence et qui sont recevables. J'y reviendrai. Il est là, d'autre part, pour trancher les litiges en fonction des arguments juridiques qui sont soulevés devant lui. Et ce n'est pas devant la FNE qui me démentira sur l'importance de la qualité de la requête et de la pertinence des arguments juridiques qui sont invoqués.
Et enfin, je le souligne, c'est là aussi une évidence, mais je crois que c'est quand même important pour notre sujet, le juge, il peut naturellement avoir des opinions en tant que citoyen, mais il doit se déterminer en pur droit et en fonction des éléments qui lui sont apportés par les requérants, et il ne doit évidemment pas avoir une démarche militante. Donc, voilà, je crois que il faut d'abord rappeler ça avant de se dire le juge administratif préserve-t-il les ressources naturelles, parce que, encore une fois, tout dépend s'il est saisi de requêtes, dans quelles conditions et avec quels arguments. Alors ensuite, s'agissant du juge administratif plus particulièrement, ce que je voudrais rappeler, c'est que le juge administratif connaît en réalité de questions qui relèvent de cette problématique depuis très très longtemps. On peut même dire pratiquement depuis son origine, parce qu'on peut remonter au décret impérial de 1810, qui déjà dans une certaine mesure soulevait des questions. Évidemment, à l'époque, on n'appelait pas ça l'environnement, on n'appelait pas ça les biens communs, mais il y avait déjà cette problématique qui était présente. Et au cours de son histoire, le juge administratif a eu régulièrement tout un contentieux que l'on pourrait aujourd'hui qualifier d'environnemental. Ce qui est vrai, je crois, c'est que depuis quelques décennies, et sans doute peut-être depuis quelques années, et moi je l'ai vraiment vécu comme président de la 6e chambre, j'ai été nommé en 2016, j'ai terminé mes fonctions en 2022, donc en 6 ans, il y a eu vraiment, je crois, une transformation de l'importance de ce contentieux et de l'importance des questions qui nous étaient posées. Je crois, j'y reviendrai ensuite avec les quelques exemples que je vais donner, je crois qu'il y a 2 explications majeures à ça, et je pense que d'autres intervenants pourront développer ce point. D'une part, le fait que les textes, et vous les avez vus ce matin, les textes de protection de l'environnement se sont développés, à la fois en termes matériels, ils sont plus précis, plus exigeants, et aussi en termes de niveau dans la hiérarchie des normes, au niveau constitutionnel, au niveau international, au niveau européen. Voilà, donc ça, c'est un premier élément qui, du coup, explique, compte tenu de ce que je disais en introduction sur le fait que le juge, il applique le droit, c'est sûr que si le droit s'est renforcé, du coup, le juge, s'il applique correctement le droit, est plus exigeant par rapport à l'action de l'administration. Et puis la deuxième explication, qui est en lien avec, là encore, ce que je disais sur le fait qu'il juge des litiges, la deuxième explication, c'est l'activisme d'un certain nombre d'associations. La FNE est une association que j'ai bien connue en tant que président de la 6e chambre, parce qu'on avait très souvent des requêtes de la FNE, et je dois dire des requêtes de grande qualité, mais c'est entre nous, je referme la parenthèse, mais c'est vrai. Et donc, je crois que les associations, au cours de ces dernières années, ont aussi choisi la voie juridictionnelle pour faire avancer la cause de la défense de l'environnement, avec voilà, une idée de passer par le juge pour faire bouger les choses qui est assez récente finalement dans cette ampleur-là. Alors, maintenant, ayant dit ces éléments d'introduction, j'en viendrai sur quelques exemples de décisions importantes que le juge administratif a rendues au cours des dernières années sur cette question des biens communs, pour donner des exemples concrets de ce que le juge administratif a été amené à juger, des positions qu'il a été amené à prendre sur quelques contentieux exemplaires, qui d'ailleurs n'ont pas été initiés par la FNE, comme ça il n'y aura pas voilà. Donc le premier exemple, c'est l'air. Vous parliez, maître, en introduction de l'eau, l'air, on n'a pas dit le feu, parce que il ne s'agit pas de le protéger particulièrement, surtout dans cette région, le sol. Mais pour parler donc de l'air, on a eu, vous le savez, des contentieux très importants en matière de qualité de l'air, qui, je crois, ont été très structurants, et je vais les rappeler rapidement. Alors, la première décision, c'est la décision Association des Amis de la Terre de 2017, donc vous voyez que ça remonte quand même déjà à il y a quelques années, et qui est une décision par laquelle le Conseil d'État a annulé le refus des autorités publiques de prendre des mesures, toutes mesures, permettant de repasser sous les valeurs limites
prévues par la directive 2008-50 du 21 mai 2008 sur la qualité de l'air. Et là, c'est un exemple intéressant. On voit qu'il y a le droit européen, la directive, qui fixe de manière très précise des objectifs chiffrés, quantitatifs, sur le dioxyde d'azote et les particules fines, et que la Cour de justice interprète dans un arrêt du 19 novembre 2014, Client Hearst, qui était d'ailleurs une question préjudicielle posée par un tribunal britannique, à l'époque c'était avant le Brexit, et que la Cour de justice interprète comme étant des objectifs de résultat et pas uniquement des objectifs à caractère généraux sur lesquels on fait les meilleurs efforts, mais si on ne les atteint pas, on n'est pas en manquement. Donc la Cour de justice dit que c'est des objectifs de résultat et les juges nationaux, s'ils sont saisis de contentieux en la matière, doivent déployer tous les moyens qui sont à leur disposition, qui sont dans leurs compétences, pour s'assurer que ces objectifs sont respectés. Et là-dessus, à la suite de cette décision, le Conseil d'État est saisi par l'Association des Amis de la Terre. Et le Conseil d'État, j'allais dire, dans cette décision 2017, fait quelque chose qui... il donne le plein effet au texte en cause, mais j'allais dire de manière presque mécanique. Parce qu'il constate qu'il y a un dépassement structurel dans un certain nombre de régions françaises. À l'époque, il y en avait 15 pour le dioxyde d'azote, 3 pour les particules fines, et il constate que l'obligation de résultat posée par la directive telle qu'interprétée par la Cour n'est pas respectée, et donc il déclenche ce que prévoit la directive, c'est-à-dire que dans ce cas-là, les autorités doivent prendre des plans permettant de passer sous les valeurs limites dans le délai le plus court possible. Et donc le juge administratif, le Conseil d'État, enjoint au Premier ministre de prendre ces mesures et de prendre ces plans d'ici au 31 mars 2018 et de les notifier à la Commission européenne. Alors jusqu'à présent, c'est une décision qui est finalement assez classique, dont je crois l'intérêt c'est quand même en termes de recevabilité, d'admettre qu'on puisse attaquer le refus de prendre toute mesure. Alors c'est vrai qu'on peut s'appuyer sur le fait que la directive prévoit que si on est en dépassement, il faut prendre des mesures, des plans, comme le prévoit la directive, mais c'est quand même déjà quelque chose d'assez original. Alors ensuite, la deuxième décision dans cette affaire, c'est la décision du 10 juillet 2020, la décision de l'Assemblée du contentieux, qui fait en gros 3 choses. Donc là, on est au stade de l'exécution. Et c'est quelque chose aussi qui me paraît important et sur lequel je voudrais insister, c'est l'importance que le juge administratif accorde à l'exécution de ses décisions. Alors, importance qui est liée à l'historique, le Huron au Palais Royal de 1962, des pouvoirs qui ont du coup été donnés au Conseil d'État par le décret de 1963, mais c'est quelque chose qui est intéressant et qui, quand on compare avec d'autres systèmes juridiques, n'existe pas forcément. Donc là, l'Assemblée du contentieux constate que même si le nombre de régions en dépassement s'est réduit, il n'en demeure pas moins qu'il y en a 8 pour le dioxyde d'azote, 2 pour les particules fines qui restent en dépassement. Et l'Assemblée du contentieux constate que sur les 8 qui sont en dépassement, il y en a une pour laquelle l'administration a pris un plan crédible de retour sous les valeurs limites dans le délai le plus court possible. Donc là, on dit il y a exécution, mais pour les 7 autres, plus les 2 du dioxyde d'azote, il n'y a pas exécution. L'Assemblée du contentieux fait une deuxième chose importante qui est elle inflige à l'État une astreinte de 10 millions d'euros par semestre de retard, ce qui est un record par rapport au niveau des astreintes que la juridiction administrative a pu infliger jusqu'alors, où on était, alors c'était 1000 euros par jour, mais c'était très loin de ce niveau-là. Et la troisième chose que fait l'Assemblée du contentieux, qui est peut-être la plus importante, c'est de dire que, alors que l'article L918 du Code de justice administrative dit le produit de l'astreinte, il va soit au requérant, soit à l'État, l'Assemblée du contentieux, prétoriennement, invente une troisième voie, qui est de dire, dans ce type de configuration,
ça serait absurde de tout donner au requérant parce qu'il y aura un effet d'enrichissement sans cause. Et donner à l'État, ça veut dire qu'à ce moment-là, ça ne sert à rien. Donc, on invente une troisième voie, prétoriennement, qui est de donner à ce moment-là à des personnes publiques suffisamment indépendantes de l'État ou des personnes privées sans but lucratif, dont, dans les deux cas, l'objet de leur action est en lien avec l'affaire en question. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très prétorien et qui correspond au souci du juge administratif d'être réaliste dans l'exécution de ses décisions. Donc il ne s'en est pas tenu à une lecture formelle du L 918, pardon, qui avait pourtant été validée par le Conseil constitutionnel, donc on aurait pu s'abriter derrière. On a fait cet effort-là. Alors ensuite, il y a les deux décisions suivantes, la troisième et la quatrième décision du 4 août 2021 et du 17 octobre 2022, qui sont là encore des décisions d'exécution et qui sont les décisions par lesquelles le Conseil d'État met à exécution sa menace. C'est-à-dire, il avait dit, s'il n'y a pas exécution, je vous infligerai 10 millions d'astreintes par semestre de retard. Là, il met effectivement, il liquide l'astreinte, pour reprendre nos formulations, et il liquide sans modérer l'astreinte, ce qu'il aurait pu faire. D'autant plus que ce qu'on constate, c'est que dans la décision de 2021, il n'y avait plus que 5 régions en dépassement pour le dioxyde d'azote et une pour les particules fines. Et encore sur les 5, il y en avait une au moins qui était repassée sous les valeurs limites, mais on estimait que ce n'était pas complètement stabilisé. Et dans la décision de 2022, il en reste plus que 4 pour le dioxyde d'azote et 0 pour les particules fines. Donc on voit bien qu'il y a quand même un effet positif. Et par ailleurs, c'est vrai que c'est une action très difficile pour l'État que de faire baisser le niveau du dioxyde d'azote dans l'air, parce que ça dépend de son action, mais aussi de l'action des entreprises et même de ce qui se passe chez nos voisins. Parce que on voit que notamment, par exemple, il peut y avoir un effet de pollution de la région parisienne par le dioxyde d'azote émis depuis la Roure. Donc, bon. Et il répartit le montant de l'astreinte entre un certain nombre d'acteurs publics. Alors il y a l'ADEME, le CEREMA, l'ANSES, et puis des acteurs comme Air Paris, Atmo, Auvergne-Rhône-Alpes, Atmo Sud d'ailleurs, en a profité, puisque la zone d'Aix-Marseille est en dépassement. Donc voilà, et donc là je crois que si on est objectif, on peut faire un bilan en demi-teinte parce que on a toujours une inexécution au moins partielle. Mais je crois que ce qu'on peut dire, c'est que le juge administratif, en tout cas, s'efforce d'assumer son rôle et s'efforce de maintenir la pression sur l'État d'une manière qui soit réaliste, parce que c'est vrai que 10 millions, on peut dire que c'est beaucoup par rapport à ce qu'on faisait avant, mais on peut dire que c'est peu par rapport au budget de l'État, par rapport même à ce que la Cour de justice a fait par le passé, notamment par exemple dans une affaire de pêche, elle avait mis 57 millions d'astreintes par semestre de retard à la France. Donc elle avait fait 5 fois plus. Mais il y a aussi l'idée que c'est une ponction qui va peser sur le budget du ministère qui est en charge justement de l'amélioration de la situation. Donc il ne faut pas non plus que ça soit contre-productif. Donc voilà, en tout cas c'est un effort d'être réaliste et en même temps d'aller jusqu'au bout de la nécessité de protéger l'environnement. Alors, dans le même esprit, je voudrais signaler le jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal administratif de Paris, lui sur le terrain de la responsabilité, et qui était saisi de requérants qui disaient que leur fille avait des maladies respiratoires, des otites à répétition, etc., à cause de la pollution atmosphérique dans la région Île-de-France. Et le tribunal administratif, en s'appuyant notamment sur ce que le Conseil d'État avait fait dans l'affaire dont je viens de parler, a estimé qu'il y avait effectivement une faute de l'État à ne pas avoir pris
s'agissant de la région Île-de-France, un plan permettant de repasser sous les valeurs limites dans les délais les plus courts possibles, et qu'il a recherché de manière très concrète et très précise, avec là encore le souci de réalisme du juge administratif, pour voir s'il y avait des raisons particulières qui permettaient de penser que ces petites filles, leur maladie respiratoire était quand même en lien avec... et il a relevé notamment le fait qu'ils habitaient à proximité du boulevard périphérique, enfin un certain nombre d'éléments qui permettaient d'estimer qu'il y avait un lien, et il a condamné, il a retenu le lien de causalité, et il a condamné l'État, alors à une somme de 2 000 €. Bon, la somme n'est pas extrêmement forte, mais les préjudices en cause n'étaient pas non plus des préjudices considérables. Donc là, je crois qu'il y a encore ce souci de tirer toutes les conséquences du défaut de protection des biens communs par la puissance publique que l'on retrouve au niveau du tribunal administratif. Alors, je vais essayer d'aller plus vite sur Grande-Synthe parce que je vois que je me laisse emporter par ma verve. Alors, je pourrais aller plus vite, notamment parce que peut-être Grande-Synthe est encore plus connue. Mais je crois que ce qui est intéressant dans Grande-Synthe, si on rappelle un peu les différentes étapes, c'est d'abord sur la recevabilité. Parce que là, sur la recevabilité, dans le premier jugement, la première décision avant dire droit du 19 novembre 2020, on a estimé que la commune était recevable, la commune de Grande-Synthe, que le maire de la commune ne l'était pas, à titre individuel, et que un certain nombre d'associations et de communes comme Paris et Grenoble l'étaient à intervenir. Alors, je crois que cette position très nuancée correspond au souci du juge administratif en général et du Conseil d'État en particulier de maintenir l'idée d'avoir un libéralisme modéré dans son accès, un libéralisme raisonnable dans l'accès au prétoire. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'on veut éviter l'actio popularis, tout le monde peut saisir le juge. De même qu'on veut éviter une conception trop restrictive de l'atteinte, de la lésion de l'intérêt, qui conduirait à ce que personne n'a intérêt pour agir parce que les dommages sont trop potentiels, sont trop lointains. Donc là, l'idée, ça a été de dire la commune de Grande-Synthe, ce n'est pas n'importe quelle commune, parce que c'est une commune littorale, c'est une commune dont une partie du territoire est sous le niveau de la mer, c'est une commune qui est très exposée au risque de réchauffement, enfin aux conséquences du changement climatique, et elle était très documentée, elle avait mis beaucoup d'éléments. Et par ailleurs, en 2030 ou 40, elle n'aura pas déménagé, par définition. Voilà. Donc l'atteinte est potentielle, pas immédiate, mais certaine. Alors que l'habitant de la commune, qui ne fait état d'aucun autre élément que le fait qu'il réside aujourd'hui dans la commune, on a considéré que la lésion de son intérêt était trop indirecte, trop potentielle, pour que ça lui donne un intérêt pour agir. Et quant aux associations et aux communes, comme Paris ou Grenoble, d'abord les intervenants, on est plus libéral, et ensuite elles faisaient état, là encore, d'éléments très objectifs, documentés, sur le fait que Paris et Grenoble sont particulièrement exposés aux conséquences du changement climatique. Alors le deuxième intérêt, c'est le cadre juridique du litige qui a été défini, enfin qui a été éclairé par cette décision. On l'a pas défini, c'est les textes, mais on l'a éclairé. Et on l'a éclairé en disant finalement, je crois, deux choses. D'une part, les accords de Paris ne sont pas des faits directs, mais ils contribuent à éclairer les textes pris pour leur exécution. Et s'agissant des textes pris pour leur exécution, qui fixent notamment l'objectif de moins 40% en 2030, alors le règlement européen, ce n'est pas exactement la même chose, mais comme les références ne sont pas les mêmes, ça revient en réalité au même effort. Et donc, on a dit, ces objectifs chiffrés, mis en place par des dispositions adoptés par le législateur français pour mettre en œuvre les accords de Paris, sont juridiquement opposables. Et du coup, les textes réglementaires pris pour définir la trajectoire qui conduit à 2030 sont également juridiquement opposables. Et donc, l'issue du litige, qui est de savoir si le refus de prendre des mesures supplémentaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, si ce refus est légal ou pas, dépend du point de savoir si il est compatible avec le respect de la trajectoire. Donc, ce qu'on a dit dans la deuxième décision
la décision du 1er juillet 2021, c'est que ce refus n'est pas compatible en se basant sur le fait que, certes, il y a eu des bons résultats en 2019, 2020, 2021, mais ces résultats s'expliquent en grande partie par l'effet du confinement, donc ils ne sont pas stabilisés. Et d'autre part, le décret qui fixe la trajectoire prévoit un effort très important en fin de période. Et donc ça voudrait dire qu'il faut accélérer sensiblement le rythme, et les éléments apportés par le gouvernement ne paraissait pas suffisant, d'autant plus que le gouvernement lui-même, à ce moment-là, disait qu'il préparait des mesures supplémentaires, donc il lui-même admettait que des mesures supplémentaires étaient nécessaires. Donc le Conseil d'État a annulé le refus et a enjoint de prendre ces mesures avant le 31 mars 2022. Et la troisième décision, celle du 10 mai 2023, on retrouve le terrain, la casquette exécution, et là, dans cette décision, le juge relève un certain nombre de bons résultats, comme je le rappelais, relève un certain nombre d'actions que le gouvernement a pris, l'adoption de la loi d'août 2021, les décrets d'application, etc. Mais il relève aussi des éléments en sens contraire, notamment le fait que les projections conduites pour le gouvernement arrivaient à moins 38, qui est quand même pas tout à fait à moins 40, et puis par ailleurs avec des incertitudes méthodologiques assez importantes. À l'inverse, les projections réalisées par les requérants, enfin les études qui avaient été sollicitées par les requérants montraient au contraire que l'écart était important, et un certain nombre d'organes indépendants, notamment par exemple l'avis du Haut Conseil pour le climat de juin 2022, montraient qu'il y avait encore un certain nombre d'éléments qui manquaient. Donc le Conseil d'État considère que il y a quand même un certain nombre d'éléments qui ont été pris, donc il ne prononce pas d'astreinte, mais par contre, il prononce une injonction de prendre des mesures supplémentaires d'ici au 30 juin 2024, avec une étape au 31 décembre 2023. Ce qui est assez original dans la démarche de l'exécution et qui est pour essayer de maintenir une pression. C'est-à-dire d'être à la fois réaliste, parce qu'on voit bien que les mesures ne peuvent pas être adoptées du jour au lendemain, donc le 30 juin 2024, c'est sans doute réaliste, mais en prévoyant un point d'étape au 31 décembre 2023, ça permet quand même de maintenir une certaine pression. Et en lien avec cette affaire, je crois qu'il faut quand même mentionner, je suis désolé parce que je vais le faire très rapidement, mais les jugements du tribunal administratif de Paris, dans la même logique que celle de Grande-Synthe, mais sur le terrain de la responsabilité à nouveau, avec son jugement du 3 février 2021, qui là encore retient la recevabilité de l'association, retient l'idée qu'en ayant dépassé la trajectoire prévue dans le premier budget carbone, il y a eu une faute de l'État, et par son deuxième jugement du 14 octobre 2021, qui dit que pour réparer cette faute, il fait un calcul assez réaliste, de dire vous avez émis un certain nombre de millions de tonnes équivalent CO2 en trop, vous en avez émis en moins grâce au confinement, je fais la soustraction, il m'en reste 15 millions de tonnes équivalent CO2 en trop, qu'il va falloir émettre en moins par rapport à votre propre trajectoire. Donc c'est là encore un effort de réalisme et d'exigence. Donc pour terminer, ce que je dirais, c'est que je trouve que ce qui est intéressant dans ces trois affaires, c'est que ça montre trois soucis constants du juge administratif. Un, dans la recevabilité de faire preuve d'un libéralisme raisonnable, donc d'être suffisamment ouvert tout en évitant l'action popularis. Deux, en termes d'application des textes, d'essayer de donner aux textes leur pleine efficacité. Et dans l'affaire commune de Grande-Synthe, ce qui est, je trouve, intéressant, c'est de dire on n'est pas allé, comme les juges néerlandais, se fonder sur la CEDH, avec le reproche qu'on aurait pu nous faire, qui est quand vous dites moins 25% pour respecter la CEDH, d'où vous sortez votre chiffre de moins 25%. On a dit le législateur français démocratiquement élu a dit moins 40%, on retient ce chiffre, mais on le prend au sérieux. Et donc on regarde s'il est effectivement respecté. Et le troisième point, c'est le souci de l'exécution, donc de l'effet effectif de nos décisions, avec le suivi, dans lequel d'ailleurs la section du rapport et des études, dont je suis le président adjoint, est particulièrement impliquée, mais voilà, avec ce souci de suivre à la trace nos décisions pour assurer leur exécution, même si on voit à quel point c'est difficile, et il faut être honnête et voir qu'on y arrive pas toujours facilement, ni pas toujours complètement. Voilà, merci beaucoup.
Je vous passe tout de suite la parole, Monsieur Martin. Merci Madame la Présidente et merci évidemment à la Cour administrative d'appel et à l'IERDJ de leur invitation. Alors vous avez dit tout à l'heure que mon propos avait pour titre « La propriété au service des biens communs », point d'interrogation, mais le titre se poursuit « Des obligations réelles environnementales aux obligations réelles d'intérêt commun » pour faire le lien avec le rapport qu'a présenté ce matin déjà, qu'ont présenté Judith et Marie. Alors, sur la propriété, évidemment, ce titre m'a immédiatement renvoyé à des souvenirs anciens d'un article écrit par Jean de Malafosse, un des pionniers du droit de l'environnement, en 1979, dans les mélanges Flour, la propriété gardienne de la nature. Jean de Malafosse essayait de montrer dans cet article que depuis fort longtemps, il était possible de démontrer qu'il n'y avait pas de contradiction irréductible, de contradiction génétique entre la propriété privée et la protection de la nature. Évidemment, la propriété dont il parlait, c'était la propriété foncière, et il parlait de propriété privée. Et les exemples qui émaillent ce propos font en général référence aux grandes propriétés qui ont permis de conserver des espaces naturels intacts, ou presque. J'insiste quand même sur le « ou presque ». Sur la Côte d'Azur, par exemple, le cap d'Antibes ou le cap Ferrat, plus au nord, les grandes propriétés de Sologne ou de baie de Somme. C'était à cela que pensait surtout Jean de Malafosse, qui était un chasseur devant l'Éternel. Évidemment, cette présentation passe sous silence le fait qu'il s'agit d'une gardienne aléatoire, parce que cela dépend de la volonté du propriétaire, et d'une gardienne possiblement fluctuante, puisque cette volonté peut changer au fil des années, et surtout qu'il s'agit d'une nature qui est exclusive, privatisée, c'est-à-dire l'exact opposé de ce que l'on imagine pour les biens communs. Alors, sur ce dernier point, un petit bémol tout de même, certaines fonctionnalités de cette nature protégée par la propriété privée bénéficient au plus grand nombre. Par exemple, la capture du carbone par les forêts privées profite à la collectivité, à la communauté. Mais il reste que, pour autant, d'un point de vue plus général et en dehors de quelques exceptions, la limite essentielle à l'idée d'une propriété gardienne de la nature reste la volonté, la souveraineté du propriétaire, même si cette volonté et cette souveraineté sont encadrées par une réglementation aussi pléthorique que mal appliquée, et d'ailleurs mal appliquée parce que pléthorique. Ce constat se vérifie d'autant plus que les théories de la propriété fonction sociale, dont on a pu soutenir qu'elles comportaient une dimension, un volet écologique, si elles ont pu connaître un certain succès doctrinal, n'ont jamais eu de réelle traduction dans la jurisprudence française, sauf pour venir justifier l'adoption de réglementations venant limiter les droits du propriétaire. Il en va peut-être un peu différemment en Italie ou en Allemagne, mais en tout cas en France, jamais un juge français n'a considéré que le fait pour le propriétaire de ne pas exercer son droit conformément à la fonction sociale ou à la fonction écologique pouvait être constitutif d'un abus de droit. On est très très loin de telles décisions. Donc à ce stade, l'affaire paraît entendue. La propriété privée trouve sa place plutôt sur le banc des accusés qu'aux côtés des défenseurs de l'environnement et des milieux naturels. Et pourtant, je soutiendrai qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si vous me permettez cette expression un peu facile, et que la propriété privée reste un droit dont il ne faut pas sous-estimer la puissance
lorsqu'il est mis au service de la protection de l'environnement et même plus largement au service de certaines autres facettes de l'intérêt général. Alors, une précision tout de suite sur la portée de mon propos. Il ne s'agit pas de soutenir autre chose que la nécessité de faire feu de tout bois et d'affirmer très fort que la réglementation unilatérale et, pour le dire vite, la police administrative ne peuvent pas être l'alpha et l'oméga de la protection, que nous avons besoin de recourir à d'autres outils, à d'autres mécanismes, et cela peut être. Alors, c'est cette conviction appuyée sur certaines expériences étrangères qui m'avait conduit à préparer et puis à promouvoir ce que le législateur a finalement baptisé obligation réelle environnementale. Alors quand je dis les exemples étrangers, ils viennent des États-Unis, des provinces canadiennes, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Écosse. Ah, mais me direz-vous, tout ça c'est de la common law? Non, du Chili, de la Suisse, qui ne sont pas connus pour être des pays du common law et qui pourtant connaissent des mécanismes exactement comparables à notre ORE. Et l'exemple des USA est assez intéressant. Au dernier recensement que j'ai pu faire, 140 000 contrats couvrant 10 millions d'hectares. Ce n'est pas tout à fait négligeable et nous en sommes pour l'instant assez loin en France. Alors l'ORE, l'obligation réelle environnementale, tout le monde le sait ici, l'ORE est un contrat authentique, conclu pour une durée maximum de 99 ans, entre un propriétaire privé ou une personne publique sur son domaine privé, c'est pareil, un propriétaire privé et une personne publique, collectivité territoriale, établissement public, ou une association, une personne de droit privé ayant pour objet la protection de l'environnement. C'est ce que dit l'article L132.3 du Code de l'environnement. Le propriétaire s'engage pour toute la durée du contrat, et cette obligation se transmet à tous ses successeurs pendant cette durée. Il s'engage au bénéfice du co-contractant à faire ou à ne pas faire un certain nombre de choses pourvu que ces obligations aient pour objet la protection de l'environnement. Le texte dit exactement pourvu qu'elles aient pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. C'est donc un moyen de fixer la volonté du propriétaire pendant une certaine durée et de lui donner de faire de sa volonté et de la volonté de son co-contractant une loi, la loi des parties, dont parle l'article 1103 du Code civil. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le propriétaire s'engage donc pour toute la durée du contrat et encore une fois, cette obligation se transmet. Les caractéristiques de l'ORE, c'est qu'il s'agit d'un outil d'une très grande souplesse, adaptable aux besoins du terrain. Le périmètre est négocié, la durée est négociée, le contenu des obligations est négocié par les parties. Et c'est un contrat qui permet à un propriétaire de renoncer pour lui-même et encore une fois pour tous ceux qui lui succéderont pendant la durée du contrat à certaines de ses prérogatives et parfois à presque toutes ses prérogatives. J'en voudrais par exemple une ORE qui a été signée en mars 2021 par un propriétaire forestier qui a mis successivement 2 de ses terrains sous le régime de l'ORE, d'abord 8 hectares et puis ensuite 40 hectares, au bénéfice du parc naturel régional des Landes de Gascogne. Donc ce propriétaire forestier, c'est un propriétaire qui a acheté ces forêts pour les mettre sous obligation réelle environnementale au bénéfice du parc naturel régional des Landes de Gascogne. Donc on a là un outil qui peut être adapté à chaque situation de terrain. On peut ici
protéger une grotte qui abrite des chiroptères sur le terrain, ici protéger la totalité de la parcelle, ici protéger une allée d'arbres, etc. On peut adapter cet outil aux besoins. La naissance de cet outil, l'ORE, a été longue, difficile, a suscité beaucoup de résistance. J'avais fait un premier rapport pour le gouvernement en 2004 qui a fini dans le tiroir au rapport, d'où ils ne sortent jamais. En 2008, on m'a demandé un nouveau rapport. J'ai refait un rapport, ayant précisé quand même que j'en avais déjà fait un, mais on m'a dit oui, mais c'est mieux d'en refaire un. Donc j'en ai refait un. En 2008, c'était dans la perspective de la loi Grenelle. Cette fois-ci, il est allé un petit peu plus loin, j'allais dire, dans les débats, jusqu'à ce qu'une grande organisation agricole, dont le nom commence par F et se termine par A, est montée au cabinet du ministre pour dire que si on mettait ça sur le tapis, elle arrêtait les discussions sur tout le reste, et donc la proposition est repartie dans le tiroir au rapport. Lorsqu'en 2013, on m'a demandé de faire un rapport sur la question, j'ai apprécié le comique des répétitions, mais en même temps, j'ai fait une autre proposition, c'est-à-dire j'ai dit je vais rédiger une proposition de loi avec un exposé des motifs, et puis vous en ferez ce que vous pourrez. Et miracle, c'est entré dans la loi de 2016 sur la biodiversité. Donc, vous voyez, c'est un outil qui, j'allais dire, vient de loin. Alors, cet outil, quel est l'état actuel de son développement? Pour la France, le gouvernement a déposé un rapport en 2021. La loi précisait qu'il devait déposer un rapport 2 ans après l'adoption de la mesure. Si je compte bien, loi de 2016, le rapport aurait dû tomber en 2018, et il est tombé donc en 2021. Ce rapport n'est pratiquement ni fait ni à faire. Il avoue ne pas avoir toutes les informations nécessaires et il dit que oui, c'est une mesure intelligente, mais qu'on ne sait pas très bien combien il y en a et que de toute façon on s'est arrêté à décembre 2019 parce qu'on n'avait pas les éléments pour aller plus loin. Bref, ça ne nous apprend rien. Alors, je peux vous donner quelques chiffres, mais qui sont approximatifs, alors que, je le rappelle, il s'agit quand même d'un contrat authentique publié à la publicité foncière et qui donc laisse quand même quelques traces, normalement, dans les dossiers administratifs, mais bien. Quel bilan aujourd'hui? Eh bien, on peut dire, mais les chiffres que je vous donne sont vraiment des informations récoltées ici et là et qui n'ont pas d'autre valeur que ça. Dans le réseau des conservatoires d'espaces naturels, on est entre 800 et 1000 hectares placés sous ORE, ce qui est évidemment, on est loin des 10 millions dont je parlais aux États-Unis, sur tout type de milieu, forêt, prairies, zones humides, collines, pour tout type d'espèces et avec tout type de propriétaires, privés ou publics. À cela s'ajoute, en dehors du réseau des conservatoires d'espaces naturels, plusieurs dizaines, alors pardonnez-moi l'imprécision, d'ORE patrimoniales qui sont consenties au profit de SAFER, de parcs naturels régionaux, au profit de la LPO, qui en a signé plusieurs, la Ligue de protection des oiseaux, le Conservatoire du littoral, qui entre dans la danse et qui en a signé assez récemment 2 dans le golfe de Saint-Tropez, de collectivités locales, des agences de l'eau, et enfin, il faut ajouter à cela plusieurs centaines d'ORE consentis à des fins de compensation. Donc c'est un outil qui, malgré l'absence totale de portage politique et de portage administratif, avez-vous entendu un ministre prononcer une fois le mot ORE? Avez-vous entendu l'OFB parler une fois des ORE? Donc, en l'absence de tout portage politique et administratif, c'est un outil qui néanmoins se développe par le bouche à oreille, petit à petit, doucement, mais de plus en plus vite depuis 2020-2021, où les contrats se multiplient. Les potentialités de cet outil
sont très grandes, puisqu'elle peut accompagner des politiques publiques, elle peut servir par exemple en matière d'eau, pour protéger des captages, pour gérer des bassins hydrographiques, pour gérer des espaces protégés et surtout leur voisinage. Et là, j'insiste beaucoup, vous avez évoqué mes fonctions au conseil scientifique du parc national de Port-Cros. C'est un outil idéal pour faire passer des choses dans les aires d'adhésion. Là où la réglementation qui s'applique en chœur ne peut pas s'appliquer dans l'aire d'adhésion, l'OERE est un outil extraordinaire pour développer des mesures de protection. Ça peut être une aide à la gestion des forêts, ça peut être une aide à la gestion des sites Natura 2000, ça peut être un moyen de protéger des biotopes qui ne sont pas protégés par un arrêté de biotope. C'est un moyen aussi de réhabilitation des sites contaminés. Bref, j'arrête là la liste, mais je pourrais continuer longtemps. C'est vraiment un outil qui peut répondre à toute une série de besoins. C'est également, évidemment, un moyen qui permet de mettre en œuvre des choix privés, notamment parce qu'elle permet de construire des réserves volontaires qui sont disparus, vous le savez, en 2002, sans qu'on sache très bien pourquoi, mais au détour de modifications législatives, les réserves volontaires ont disparu. Eh bien, l'ORE permet de reconstituer ces réserves volontaires. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure de ce propriétaire forestier qui a entièrement consacré sa forêt à la libre évolution, si je puis dire, et qui s'interdit toute exploitation de quelque nature qu'elle soit au profit du parc naturel régional des Landes de Gascogne. Dans la toute dernière période, on a même eu une ORE qui a été signée, enfin toute dernière période, 2021, c'est pas très ancien, qui a été signée avec un objectif qui est certes, qui respecte la loi, respect, la conservation de la biodiversité, etc., mais qui mord sur un aspect plus culturel et plus lié à la protection du patrimoine culturel. C'est l'ORE qui a été signé par les propriétaires du château et du parc de Bétange. Ce parc qui est en Lorraine, ce parc et le château étaient protégés au titre des monuments historiques, mais il y avait une allée de 156 marronniers centenaires qui conduisait au château et qui, malgré les demandes des propriétaires depuis des années, ne faisait pas l'objet de protection. Ils ont fait valoir qu'une biodiversité importante vivait, si je puis dire, dans cette allée d'arbres et les propriétaires ont signé une ORE auprès de la région Grand Est et avec la Ligue de protection des oiseaux pour que cette allée soit protégée pour 99 ans. Ce qui me permet d'évoquer en conclusion l'obligation réelle d'intérêt commun, qui est l'une des propositions du rapport qu'avec Judith Rochefeld, Marie et tous ceux qui ont travaillé sur ce rapport a été faite, proposition qui a été faite dans le rapport. Je quitte là le droit positif, je quitte l'ORE qui existe pour parler de quelque chose qui n'existe pas, mais que nous avons proposé, c'est-à-dire l'obligation réelle d'intérêt commun. En fait, il s'agit de généraliser l'obligation réelle environnementale, mais pour permettre la défense d'autres intérêts communs sous la forme de cette ORIC, par la création d'un titre nouveau dans le livre 3 du Code civil et par l'ajout donc d'un article 2031 dans le Code civil. Alors, c'est exactement le mécanisme dont je vous ai parlé pour l'ORE, mais il est élargi. Et le régime qui a été proposé diffère un peu de l'ORE sur 2 ou 3 points. D'abord, il est dit dans le premier alinéa que nous proposons, les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé, jusque-là, ça ne change pas, personne morale de droit privé à but non lucratif. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, pour l'ORE, c'est personne morale de droit privé ayant pour objet la protection de l'environnement.
Et on a vu des opérateurs d'éoliennes dire « Ah ben non, on est un opérateur, personne morale de droit privé, et on a pour objet la protection de l'environnement puisqu'on fabrique des éoliennes. » On a même vu des autoroutiers, dont le nom commence par V et se termine par I, qui se sont avancés en disant « Mais nous, quand on fait de la compensation, parce que la loi nous y oblige, bien, avec cette casquette d'opérateur de compensation, on agit pour la protection de l'environnement. » Alors là, quand même, on a fait valoir que, oui, enfin, ce n'était pas quand même leur objet social principal d'agir pour la protection de l'environnement, mais en tout cas, l'ambiguïté du texte. Alors, on a préféré ici préciser que c'était pour des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Et ensuite, on dit qu'ils peuvent donc faire une obligation réelle en vue de faire naître à leur charge ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité la protection d'un intérêt commun qui peut être environnemental, culturel, social ou scientifique. Donc c'est exactement le mécanisme, mais élargi aux intérêts culturels, sociaux, environnementaux. Autre différence par rapport à l'ERE, c'est la durée. Il est précisé dans la proposition que les obligations peuvent être prévues pour durer aussi longtemps que le requiert la réalisation de la finalité poursuivie. Donc on n'a pas limité à 99 ans. On dit on pourrait prévoir que cette ERE dure aussi longtemps qu'il est nécessaire pour la réalisation de la finalité poursuivie. Et dans le même alinéa, il est proposé aussi des modalités originales de révision en disant que si les circonstances changent, si l'exécution des obligations devient excessivement onéreuse, etc., toute partie au contrat peut saisir le juge afin d'adapter les obligations dans la mesure nécessaire à la réduction de leur onérosité ou à la poursuite de la finalité. Donc, on propose un régime d'adaptation. Enfin, on évoque la nécessité d'une fiscalité incitative. On peut toujours l'évoquer. J'ai cru comprendre dans les derniers propos du ministre des Finances que ce n'était pas tout à fait dans l'air du temps, donc, mais bon. Et enfin, on précise pour terminer, comme pour l'ORE, que le propriétaire qui a consenti un bail rural ne peut évidemment consentir et ne peut mettre en œuvre une obligation réelle d'intérêt commun qu'avec l'accord du preneur. Et encore une fois, cet accord, cette réponse doit intervenir dans un délai, comme pour l'ORE, de 2 mois. À défaut, on considère qu'il y a acceptation du preneur, puisque c'est lui qui va avoir à mettre en œuvre cet outil. Voilà. Je m'arrête là parce que j'ai déjà été sans doute trop long, mais c'était pour essayer de rappeler qu'il existe à côté des outils traditionnels de la puissance publique un certain nombre d'outils, j'allais dire malins, astucieux, qui peuvent avoir des objectifs de protection de l'intérêt général ou de parcelles de l'intérêt général. Et que la distinction selon laquelle l'intérêt général, ça relève de la puissance publique et que les propriétaires ne peuvent être que des fiefés égoïstes qui ne pensent qu'à leur intérêt individuel, cette conception-là, à mon sens, est totalement dépassée aujourd'hui et mérite d'être revisitée, c'est le moins que l'on puisse dire. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le professeur. Alors, qu'en est-il des pouvoirs publics, monsieur Deliancourt? La domanialité publique, que fait-elle? Merci. Je vais évidemment remercier la Cour et l'Institut pour cette invitation et pour ce beau sujet qui va m'obliger à parler de domaine public. Alors, la gageure est assez grande puisque le sujet qui m'a été imparti, la domanialité publique au service des biens communs, étant précisé que depuis ce matin, tout le monde dit on ne sait pas définir les biens communs. Donc, il va falloir que je définisse une notion et un régime par rapport à une définition inexistante. Alors pour commencer,
je vais prendre un souvenir tout à fait personnel. Et vous savez, il y a des souvenirs qui parfois perdurent. Et celui-ci, je l'ai longtemps eu en tête. Pour vous donner une petite histoire, j'étais en train de courir dans le Vercors. Et on était quelques centaines de coureurs à faire cette course. Et des randonneurs, gênés par notre passage, crient. Alors, ils ont nui complètement à cette espèce de côté du paysage et cette espèce de bulle dans laquelle tout le monde était, en disant « La montagne est à tous ». Alors j'étais déjà un peu fatigué, il me restait encore 40 km à courir, et je suis resté bloqué sur cette phrase « La montagne est à tous ». Et comme je suis, j'allais dire, juriste avant tout, après être humain, je me suis demandé quel était le rapport avec le droit du domaine public. Et je me suis posé, pendant les 40 km qui ont suivi, cette question, en train de me dire, mais en fait, je cours sur quelle propriété? Et je me suis rendu compte que je savais, mais je ne savais rien. C'est-à-dire que j'étais dans un espace d'usage partagé avec des propriétaires indéterminés. Je ne savais absolument pas sur quelle portion de propriété, publique comme privée, je courais. Alors évidemment, je me suis empressé quand je suis rentré d'aller faire des petites recherches sur ce point-là, mais c'est surtout, ça m'a interpellé sur le fait qu'on utilisait des propriétés publiques comme des propriétés privées de manière complètement innocente et inconsciente. Quand on va faire du ski, quand on va faire de la randonnée, on va passer sur du domaine privé et sur des propriétés privées. Et on voit ici qu'il existe un certain nombre de propriétés qui sont affectées à l'usage du public et qui sont utilisées par le public. Alors, j'insiste sur un petit point parce que je pense qu'il y a une erreur en termes de conception et je vais y revenir rapidement par la suite. Bon, je ne vous cite pas, le domaine public, c'est les dépendances qui sont des propriétés appartenant à des personnes publiques et qui sont affectées à l'usage du public. Tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler de Marécart en 1935 sur un cimetière affecté à l'usage du public, ce que je trouve assez drôle en fait comme point de départ du droit du domaine public. Mais on sent paradoxalement que la propriété privée, a priori, ne permettrait pas l'affectation publique. Mais en fait, la notion d'affectation, et on va le voir, et je pense que c'est l'un des points sur lesquels, je vais parler de la propriété évidemment, c'est l'un des points sur lesquels on se focalise parce que le droit du domaine public, historiquement, n'est pas la protection de l'affectation, c'est la protection des dépendances qui sont utilisées. Et à partir de là, je pense qu'il y a un paradigme qui s'est mis en place et sur lequel je vais revenir parce que, à partir du moment où on parle d'affectation, on parle d'intervention de l'autorité propriétaire et c'est elle qui décide de l'affectation. Mais historiquement, le domaine public est tout simplement protégé parce qu'il est utilisé, ce qui n'est pas tout à fait la même chose et ce qui va avoir des conséquences. Alors, sur les origines, donc sur les biens communs, la question c'est est-ce que le domaine public protège les biens communs? Je ne vais certainement pas tenter la définition cet après-midi, déjà parce que c'est l'heure de la digestion, et deuxièmement parce que je pense que l'après-midi n'y suffirait pas. Je rappelle simplement, et ça a été évoqué ce matin, que il existe les biens communaux, le 542 du Code civil, et les biens sectionnaux, qui sont des propriétés collectives qui sont prévues par l'article L2411-1 du Code général des collectivités territoriales. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a des propriétés privées, des propriétés publiques et des propriétés collectives, et non pas des propriétés communes, qui existent en droit. Et en fait, en droit, on s'aperçoit que, et les études, alors je pense à l'ouvrage de Thomas Peyroux qui vient de paraître sur les services publics et les communs, je pense à la thèse de Mersman sur la contribution juridique à l'étude des communs, les travaux de l'URDJ justement sur la communalité, sur l'échelle de communalité. En fait, il y a une vraie appétence et peut-être un changement soit de conception, soit en tout cas d'appréhension de la matière juridique sur le fait que, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on détermine une nouvelle catégorie juridique ou au contraire, on essaye de garder les classifications anciennes dans lesquelles on va tenter d'insérer les biens communs? J'en veux pour preuve, proposition de loi déposée le 29 octobre 2021 pour donner une définition des communs dans le Code civil. Et je vous le cite, c'est l'article 714-1 du Code civil qui est dans le chapitre de la manière dont on acquiert la propriété. Alors qu'a priori, les communs excluent la propriété. Dernier élément d'actualité, parce que je trouve ça important, alors je passe sous silence
les rivières corses qui veulent se voir dotées de la personnalité juridique parce que c'est une piste qui a été évoquée, c'est également le cas pour la Loire, mais les îles Loyauté, la province des îles Loyauté a adopté une délibération le 29 juin 2023, dans lequel elle reconnaît la personnalité juridique aux entités marines naturelles, alors la tortue et le requin pour faire simple, et c'est mentionné dans les dispositions du 247, mais également les sites naturels. Vous voyez, donc en fait, le droit est complètement en train de bouger, c'est pour ça que je vous remercie pour cette journée, parce qu'elle permet de confronter les notions que l'on croyait connaître pour savoir est-ce qu'on les redéfinit ou au contraire on considère qu'elles n'ont plus lieu d'être et qu'il faut passer sur des nouvelles notions. Et comme il a été dit tout à fait justement ce matin, il est toujours difficile de bousculer les classifications. Je suis tout à fait d'accord. Alors mon propos sera réparti en 3 temps. Grand 1 sur la propriété publique, grand 2 sur l'affectation et la protection, et grand 3 sur la gestion. Pour le reste, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu intéressant, donc je renverrai à la contribution écrite pour le détail de mon intervention. J'ose à peine parler de propriété par rapport à ce qui a été dit ce matin, alors je vais quand même le faire, et peut-être de manière complètement volontaire. La propriété, c'est le vol. Alors oui, Proudhon a dit ça. Alors le Proudhon de Besançon, et pas le Proudhon de Dijon dont je reparlerai tout à l'heure, en disant que la propriété, c'est le vol dans son exposé à l'Académie des sciences morales de Besançon. Et on s'aperçoit que, ça a également été évoqué, que l'idée que j'avais de la conception de la propriété est une conception qui est complètement erronée, c'est-à-dire que la conception du droit de propriété tel qu'il existe ne date que de 1789, que depuis la Révolution française. Pourquoi? Tout simplement parce que sous l'ancien droit, il y avait des systèmes, alors je vais le dire et ça peut paraître pour certains comme étant un gros mot, des propriétés partagées, des propriétés simultanées. Ça, c'est quelque chose que l'on n'apprend pas à la fac, ou très peu, en tout cas de mon temps, comme dirait l'autre. Je n'ai jamais eu cette acception du droit de propriété. Et en fait, le droit de propriété, tel qu'il est rédigé à l'article 544 du Code civil, ça a été dit ce matin, c'est un droit d'exclusion. On passe d'un rapport sur la chose à un rapport à l'autre pour pouvoir exclure quelqu'un du droit de propriété. Et ça en fait une relation personnelle. Et on voit déjà ici qu'il va y avoir un problème avec le droit du domaine public et la propriété publique, puisque la propriété publique est par nature, par définition, un droit d'inclusion, puisque c'est l'usage de tous. Et pour faire simple, et pour ne pas rentrer dans les détails, et je renvoie ici aux divers travaux qui ont pu être faits, que je cite dans mon écrit, c'est-à-dire que le droit de propriété tel qu'il a été affirmé, c'est un concept politique. Il fallait premièrement, de toute façon, remplacer les élites, et c'est la victoire de la bourgeoisie sur l'aristocratie. Il fallait libérer les citoyens, et c'est-à-dire que c'était un projet de société. On libère les citoyens parce que pas de liberté sans propriété. Donc on voit ici le concept révolutionnaire au sens premier du terme. Et le troisième élément, c'était permettre la circulation de l'immeuble, chose qui était impensable sous l'Ancien Régime. La circulation de l'immeuble. Et ici, on voit également qu'il n'est pas possible de faire cohabiter le domaine public avec ces phénomènes de circulation d'immeubles lorsque ceux-ci sont affectés à l'usage du public. Et en fait, c'est une rédaction qui est une rédaction politique. Et effectivement, le droit n'est pas une finalité, c'est un moyen. Mais cette rédaction politique a par la suite été justifiée juridiquement et surtout enseignée comme telle. Et on voit bien que l'article 544 du Code civil, lorsqu'on le lit, apparaît difficilement compatible avec la notion de commun, y compris même avec la notion de domaine public. Et on pourrait dire que la propriété, c'est le mensonge sur la manière dont on arrive à conceptualiser ce droit-là. Le problème, c'est que le droit de propriété des personnes publiques a été reconnu comme étant équivalent à celui que possédaient les personnes privées. Et je vous renvoie ici à la décision du Conseil constitutionnel du 23 juin 1986 sur la privatisation. Et on renvoie à l'article 538 du Code civil. Alors, j'adore cet article, et il a été abrogé, mais c'est mon côté archéologue sans doute, qui disait « Les chemins, les routes et les rues à la charge de l'État, les fleuves, etc., les rades et toutes les portions du territoire français qui ne sont pas statuées d'une propriété privée sont considérées comme des dépendances du domaine public. » Fin de citation. Cet article 538
les domanialistes s'en sont emparés pour dire qu'ils donnaient une définition du droit du domaine public. Ce qui est complètement faux, on le sait à l'heure actuelle, c'était simplement pour faire échapper au code civil et à la propriété, tout simplement au droit de propriété, ces biens qui étaient affectés à l'usage de tous. Et on voit ici qu'on met dans le même panier les hades, les rivières, les fleuves et le domaine public artificiel, les routes. Et la doctrine s'est faite en 2 temps. Le premier, c'est de dire, bon, finalement, il y a bien un droit de propriété de la part des personnes publiques sur ces dépendances. Et je renvoie ici à l'arrêt Picciolo du 23 janvier 1917 du Conseil d'État, qui affirme, s'agissant d'une dépendance du port d'Oran, c'est la propriété de l'État. Et on voit ici d'ailleurs que le domaine public colonial a beaucoup contribué à l'édification d'un droit du domaine public. Et c'était sous l'impulsion du doyen Henriot qui considérait que le domaine public, c'était effectivement une propriété administrative, mais il rajoutait immédiatement après affecté d'une servitude. Et la servitude, c'était l'affectation. Je dis ça parce qu'à l'heure actuelle, je pense qu'il y a des choses qui ont été oubliées à un moment ou à un autre dans les conceptions générales. Et donc, le Conseil d'État a affirmé le droit de propriété en 1923. Alors, pour la petite histoire, il l'avait fait en 1911 sur les herbes qui poussent le long des routes, donc c'est tout à fait intéressant. Mais il l'a véritablement affirmé s'agissant du domaine public portuaire. Là encore, on est avant Société Levéton, donc comme quoi les ports, mais ça renvoie aux rencontres de l'année passée, ont véritablement une influence sur le domaine public. Et l'État s'est approprié un certain nombre de dépendances qui n'ont jamais donné lieu à discussion. Le domaine public hertzien appartient à l'État. Pourquoi ? Parce que c'est affirmé à l'article L2111-7 du CG3P. Bon, on a un domaine public immatériel. Je vais prendre ici, parce que j'adore et j'ai suffisamment travaillé ici, sur les rivages de la mer, où le Conseil constitutionnel, dans sa QPC du 24 mai 2013, SCI Pascal, vient nous parler d'un fait physique indépendant de la volonté du législateur. Donc on a ici un phénomène d'appropriation que personne ne remet en cause ou tente de remettre en cause, mais c'est voué à l'échec, sur lequel l'État devient propriétaire par le biais de phénomènes naturels ou simplement parce qu'il l'affirme. Et ici, des exemples, j'en ai un certain nombre. Je pourrais parler des forces hydroélectriques avec la loi de 1919. André Henriot parlait de mainmise de l'État, et c'est un juriste, hein, pas Maurice, André, mainmise de l'État sur ces phénomènes-là et sur les forces hydroélectriques. Et ce faisant, on est passé rapidement d'une conception d'un domaine public de protection de l'affectation à une patrimonialisation, c'est-à-dire que le domaine public est entendu comme étant un patrimoine. Avec le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'un patrimoine doit être valorisé, doit être, voire même, j'ose également ce gros mot, mais ça a été repris dans des thèses depuis, rentabilisé. Et c'est inhérent à la conception du domaine public, puisqu'on avait déjà ces difficultés-là. S'agissant, je rappelle, la querelle des électriciens et des gaziers au début du XXe siècle, pour savoir si l'État pouvait retirer les permissions de voirie aux exploitants de réseaux souterrains dans un intérêt financier. Et le Conseil d'État, 1902, Gorée, admet tout à fait la légalité de l'intérêt financier comme finalité de l'action administrative. Et Tadjan Kohli le dira tout à fait parfaitement dans sa thèse en 1980. Et pourquoi est-ce que j'en arrive là ? Je n'ai pas oublié pourquoi j'en suis là, je vous rassure. C'est simplement pour dire que la finalité, on a changé de paradigme. La finalité n'est plus la protection de l'affectation et même de l'utilisation qui est faite des dépendances, mais la valorisation. Alors, ça a l'air simple comme ça et ça a l'air évident, mais en fait, c'est le fruit d'une construction à la fois doctrinale, juridique et sociale. Et la question, c'est: est-ce qu'on peut sortir de cette dichotomie, c'est-à-dire est-ce qu'on peut protéger l'affectation sans la propriété publique? Alors pour des raisons de temps, je ne vais pas développer parce que j'ai encore 2 autres points à traiter que je vais traiter rapidement. Il existe, et vous l'avez rappelé tout à fait pertinemment tout à l'heure, professeur, c'est sur les forêts. Les forêts, vous avez un certain nombre d'obligations qui incombent aux propriétaires des forêts dans le cadre d'une gestion durable. Et ici, on voit bien que la propriété, en fait, et sans incidence, propriété des personnes publiques comme propriété privée sont traitées de la même manière. On prend les forêts régies par le Code forestier pour permettre
l'exploitation durable, ce qui est une forme de valorisation, mais pas une valorisation immédiatement financière. Et ceux qui font du domaine public et de la police savent également qu'il existe un certain nombre de dépendances qui ne sont pas exclues. Je pense ici aux voies privées ouvertes à la circulation générale. On n'en entend parler que quand on tombe sur un dossier là-dessus, mais il y a des gens qui sont propriétaires de voies privées, c'est le cas dans les lotissements, et qui les laissent ouvertes à la circulation générale sans que ça pose de problème. Alors, mon deuxième point, c'est qu'on est passé d'une logique du domaine public qui était une logique de protection à une logique de valorisation. Et j'en parle assez rapidement parce qu'on a un changement de paradigme qui a été acté par le CG3P. Le CG3P, le Code général de la propriété des personnes publiques, ça pourrait être quasiment le Code général du patrimoine des personnes publiques, mais on voit ici que la logique est une logique patrimoniale et non pas une logique domaniale en sens de protection de l'affectation. Et la différence, ou plus exactement le point important, c'est la volonté d'affectation. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure, très brièvement en introduction, qu'on changeait de paradigme parce qu'à la base, l'idée était de protéger les dépendances qui étaient utilisées par le public. Et on est passé à l'affectation à l'usage du public. Et la doctrine et le juge en ont déduit qu'il fallait une volonté de la part de la collectivité propriétaire, parce qu'on part du principe que la décision d'affectation découle du droit de propriété. Et je prends l'arrêt de 2015, commune de 9 maisons, dans lequel le Conseil d'État vient censurer une cour qui n'a pas recherché si la collectivité avait eu la volonté d'incorporer le bien dans le domaine public. Et donc ici, vous voyez, on en revient sur le propriétaire qui revient et qui décide ou pas de l'affectation et qui décide donc de l'affectation à l'usage du public. Également sur la théorie de l'État, enfin de la collectivité propriétaire, la multiplication des différents usages collectifs et des usages privatifs. Est-ce qu'on se rappelle qu'il a fallu attendre 1928 avec l'arrêt Laurent rendu par le Conseil d'État pour qu'on admette que le domaine public vière pouvait permettre le stationnement des véhicules qui étaient jusque-là interdits par la police du roulage depuis 1851 ? Alors que le stationnement sur le domaine public, mais ça nous paraît juste normal, et quand on vous parle de ZFE et de modification des plans de circulation et qu'il n'y a plus de stationnement, ça paraît juste une hérésie. 1928, il a fallu attendre 1928 pour qu'on considère qu'on pouvait stationner sur le domaine public. Enfin, sur la protection, je l'évoque simplement, les contraventions de grande voirie, qui sont un outil destiné notamment à permettre l'utilisation par tous et à éviter mettre fin plus exactement à toute occupation irrégulière, mais monopole du préfet, vaste plaisanterie, 1 500 € d'amende côté répressif, ok. Troisième élément, le préfet peut toujours se désister quand bien même les lieux n'ont pas été remis en état. Donc je l'évoque, mais je ne pense pas que ce soit l'outil idoine. Je terminerai sur ces logiques de protection de l'affectation, parce qu'en fait, il n'y a pas de gestion idoine du domaine public, et ça a été évoqué ce matin. On n'a pas d'usagers qui sont représentés. On part du principe que l'administration propriétaire, la collectivité propriétaire, est la seule détentrice de l'intérêt général. Et on a une décision du Conseil d'État de 1901, j'adore la citer, Pagès, qui vient vous dire que l'administration n'intervient que dans l'intérêt général. Oui, mais quel intérêt général? Et je peux renvoyer à la thèse de Truchet sur ce point-là. Qu'est-ce que l'intérêt général? L'administration qui va décider ce qu'est l'intérêt général pour la valorisation de son patrimoine n'est peut-être pas le même que celui des usagers qui ne peuvent plus bénéficier de la dépendance. Et on en a parlé ce midi avec Madame Cornu, justement, sur les problèmes d'affectation, où il est jugé que le déclassement emporte des affectations. Et donc, il est toujours possible, Association des Amis de Forêt de la Caboche de 1997, il est toujours possible de déclasser un bien qui pourtant est toujours utilisé par les usagers. Et je me rappelle ici avoir jugé, formation A5 à Marseille, il a été jugé dans la lignée de la jurisprudence qu'une place publique pouvait légalement être cédée, bien que toujours utilisée, à des promoteurs immobiliers. Donc vous voyez qu'ici on a un problème de protection du domaine public, de l'affectation,
et de l'utilisation, et qu'il faudrait permettre une meilleure représentation des usagers, peut-être des citoyens, après ça dépend, dans la gestion du domaine public, parce que tout simplement les prismes et les vues ne sont pas les mêmes selon, alors après on peut avoir différentes strates sur l'intervention, de la participation, de la consultation. Et voilà. Alors tout ça pour vous dire et pour conclure, j'espère ne pas avoir trop dépassé, c'est que on a toujours ce problème premier qui est celui du droit de propriété, qu'il s'agisse du droit de propriété privé comme du droit de propriété public. Et ce qui fait que les communs ne rentrent pas dans les cases que l'on a l'habitude de connaître. En même temps, on a des pistes de réflexion qui sont tout à fait possibles. On peut revenir sur des classifications antérieures, et je pense notamment à celles qui étaient antérieures à la Révolution française, hormis le contexte d'asservissement, mais je ne veux pas être réactionnaire, mais la notion de propriété commune, de propriété partagée, de propriété simultanée, si vraiment on veut insister sur l'exigence d'une propriété, pourrait être envisagé. Je rappelle ce que disait Rousseau, alors vous savez, fondateur, le premier qui s'avisa d'Anclore et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile, mais il rajoute après, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. Séparer l'usage de la propriété, juridiquement c'est facile. Sauf qu'à mon sens, il s'agit davantage d'une conception, d'une perception, d'un projet de société qui imposerait une rupture qui serait la plus importante depuis 1789. La question, c'est est-ce que les esprits et les consciences sont prêts? Je vous laisse en juger. Je vous remercie. Alors, Madame Chaudon, tous les regards se tournent vers vous. Allez-vous préserver les biens communs? Merci de nous avoir invités. Moi, je appuie sur le bouton. Il y a un petit bouton, tournez le micro peut-être. Il est caché peut-être. Ça s'affiche correctement ou pas? Donc, je suis directrice de France Nature Environnement. France Nature Environnement, c'est une fédération d'associations. On rassemble 6000 associations au niveau national, en France métropolitaine et outre-mer. Et notre objectif, c'est d'œuvrer à l'émergence d'une société soutenable qui s'ajuste de manière démocratique, juste et équitable aux limites de la biosphère et donc en respectant les biens communs. Donc, grand objet social. Et un de nos moyens d'action, c'est de faire respecter le droit de l'environnement et de l'améliorer par le biais de plaidoyer. Donc, mon intervention porte agir pour des biens communs sous tension, agir pour des biens communs oubliés. Je me permets d'ouvrir, en vous partageant cette photo que j'ai prise lors d'un déplacement. C'est dans les Alpes-Maritimes, c'est le lac du Broc. Novembre 2022, donc il y a moins d'un an. Je trouve la photo assez cocasse puisqu'il y a le panneau sur lequel il est écrit « baignade interdite », sauf qu'il n'y a plus d'eau dans le lac, donc qui montre les tensions sur le bien commun qui est l'eau. Et il faut savoir que nous, dans notre région, on a la chance d'avoir un groupe régional d'experts sur le climat qui nous explique qu'on a déjà une augmentation de plus 2,1 degrés depuis l'ère industrielle quand le niveau national est à plus 1,1 degré. Donc les perturbations sur le cycle de l'eau sont déjà présentes. On a vécu, il faut s'en souvenir, des gros incendies en 2021 sur la plaine des Morts, plus de 8000 hectares, mais également des épisodes méditerranéens très forts, et notamment la tempête Alex en 2020 sur les hautes vallées alpines, ou encore 2022 en Corse. Donc on est dans une urgence à agir, et on est dans cette accélération du changement climatique qui est liée à nos comportements à chaque échelle. Alors, j'ouvrirai mon propos, comment le droit appréhende-t-il cette protection des biens communs, et surtout des retours d'expérience, comment on le fait appliquer chez France Nature Environnement. Et d'abord, un constat que je partage, c'est si vous ouvrez le livre 2, Milieu physique du Code de l'environnement, on s'aperçoit qu'il y a bien les articles L210 et suivants, l'eau est bien définie comme un patrimoine commun de la nation. Donc c'est une notion qui est importante pour notre fédération.
On s'aperçoit qu'il y a l'article L220-1 et suivant, où l'air est quand même reconnu d'intérêt général. Chacun a le droit de respirer dans un air qui ne nuit pas à sa santé. Ces textes, il y a aussi leur écho au niveau des directives cadres européennes qui sont une échelle très importante. Et on peut être surpris de ne pas voir apparaître le sol, qui est quand même un troisième élément physique dont tout être vivant, dont les êtres humains font partie, ont besoin pour pouvoir exister. Donc je vais d'abord vous parler de l'eau et des retours d'expérience qu'on a pu avoir avec France Nature Environnement. L'eau a la chance de bénéficier d'un droit protecteur. Quelques rappels sur ce droit. On nous indique une gestion équilibrée de la ressource en eau, des objectifs de résultats très importants au niveau juridique, des objectifs de résultats de bon état quantitatif, qualitatif, écologique de l'ensemble des masses d'eau. Le droit indique des débits réservés, avoir un minimum d'eau dans le cours d'eau, et indique également une hiérarchisation des usages qu'on oublie régulièrement, mais c'est d'abord l'eau potable, les milieux naturels et puis les autres usages économiques. Donc un droit avec plusieurs instruments juridiques assez intéressants. Alors, un exemple d'abord sur l'enjeu qualité de l'eau. Alors, chez France Nature Environnement, on mène depuis de nombreuses années une campagne qui s'appelle « Le droit de vivre loin des pesticides », notamment sur ce qu'on appelle les zones de non-traitement. Il y a eu donc un arrêté ministériel du 4 mai 2017 qui indique qu'il revient au préfet de définir par arrêté les points d'eau qui sont soumis à ces zones de non-traitement. Donc pas de pesticides dans les 5 mètres qui bordent le cours d'eau. Et contre toute atteinte, les préfets ont eu une interprétation très restrictive de cet arrêté et ont restreint la définition légale des cours d'eau et donc ont rayé certains cours d'eau de leur arrêté. Heureusement, le Conseil d'État a rappelé à l'ordre, donc dans sa décision du 26 juin 2019, que les préfets n'ont pas la possibilité d'apporter des restrictions à la base légale et indique également qu'on peut s'appuyer sur le réseau hydrographique des cartes IGN. Et donc un cours d'eau, c'est bien un lit naturel alimenté par une source avec un débit suffisant. Et la carte IGN indique que tout ce qui est canaux, mais également cours d'eau intermittents, mares, fossés, sont inclus et font partie en tout cas de ces enjeux qualité de l'eau et font partie de ces zones de non-traitement. Alors, un petit aperçu national. On a fait de nombreux recours gracieux qui ont été refusés par le préfet, ce qui a entraîné des recours contentieux. On en est à 31 recours contentieux à l'échelle nationale. Le dernier en date, c'est le tribunal administratif de Marseille, 25 mai 2023, qui enjoint le préfet des Bouches-du-Rhône à modifier son arrêté sous 3 mois. Donc là, on attend, on va le rappeler incessamment sous peu. Puisque, par exemple, sur le bassin versant de l'Arc, qui est un fleuve côtier méditerranéen, on avait oublié l'affluent de Fuveau-Grand-Bala, donc qui est quand même sur une zone agricole importante. Donc voilà un petit exemple sur l'enjeu qualité de l'eau. Autre exemple de mise en œuvre de ce droit protecteur en matière quantité, d'objectifs quantitatifs. Donc, ce droit nous indique qu'il faut un débit minimum biologique, une quantité minimale d'eau pour pouvoir permettre à la vie aquatique de vivre normalement. Et ce débit est calculé par des études scientifiques, des études de volume prélevables, notamment portées par l'Agence de l'eau. Et on nous explique que la prise d'eau en aval doit maintenir un débit minimum d'1/10 du module du cours d'eau. Et là, je prendrai un exemple intéressant de contentieux porté par FNE Occitanie-Méditerranée sur le fleuve La Tête en Pyrénées-Orientales. Donc La Tête, c'est un fleuve qui c'est le plus long fleuve du département des Pyrénées-Orientales. Il abrite des espèces assez emblématiques telles que la truite forio ou encore le barbeau méridional. Je ne sais pas s'il y a des pêcheurs dans la salle, mais c'est quand même des espèces assez emblématiques. Et ces espèces, pour vivre, elles ont besoin d'une quantité d'oxygène minimale et des températures qui restent, des températures maximales. Il ne faut pas que l'eau chauffe trop. Et moins il y a d'eau dans un cours d'eau, plus il chauffe, en plus avec l'accélération du changement climatique.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans les Pyrénées-Orientales, il y a le préfet qui conduit une étude sur les débits minimums, qui explique, donc des études volume prélevable, qui explique que dans le fleuve de la Tête, on doit avoir 1,5 m3 seconde à 2,2 m3 seconde pour assurer un bon fonctionnement écologique. Or, il n'y en avait pas un, mais il y a 6 arrêtés au total qui autorisaient des prises d'eau. Alors, c'est pour l'irrigation, alors, quelle irrigation? Ça, c'est une autre question, mais bientôt les vignes, mais là, c'est du maraîchage et autres, qui autorisait in fine qui amenait à avoir un débit en deçà des minimums à 0,6 m3 seconde. Donc il y a une belle décision du tribunal administratif de Montpellier qui explique qu'à compter du 1er avril 2023, le débit minimum biologique sur la Tête a une valeur de 1,5 m3 seconde toute l'année. Donc heureusement qu'il y avait ce droit, encore une fois, protecteur et qu'on a pu le mettre en œuvre devant les tribunaux. Je vais vous parler maintenant de l'air, qui a aussi un cadre protecteur intéressant. Donc là, vous êtes en rade de Marseille et on est très concerné par la pollution de l'air et notamment l'enjeu des navires de croisière et le carburant qu'ils utilisent. Il y a eu des avancées assez intéressantes où on nous explique que le fuel, donc leur combustible pour avancer, donc la teneur en soufre dans le fuel, ne doit pas dépasser 0,5%. Et bientôt, il va y avoir la création de la zone CK, donc, qui limite les émissions de soufre en Méditerranée, qui va rentrer en vigueur en 2024. On va avoir une teneur en soufre à 0,1% dans les navires. Donc il faut savoir quand même que la pollution de l'air, je le rappelle, c'est une étude de Santé publique France, est responsable de 48 000 morts prématurées par an. Donc c'est quand même un enjeu de santé publique important, au-delà d'être un enjeu environnemental. Et donc ça, c'est devant le juge judiciaire, cette fois-ci. Pour la première fois en France, on a eu en 2018 un capitaine de navire de croisière qui était poursuivi pour utilisation en mer territoriale par un navire à passagers de combustible dont la teneur en soufre est supérieure aux normes autorisées en matière de pollution de l'air. Donc il y avait un carburant à 1,68% supérieur aux normes. Donc beaucoup plus de soufre. Il faut savoir que ça a permis quand même au capitaine d'avoir une économie, de faire des économies au détriment de la protection de la santé et de l'environnement. Bon, pour la petite histoire, il aurait fallu également poursuivre l'armateur dans cette affaire-là. Je vous parle également sur un autre exemple, toujours devant le juge judiciaire sur la pollution de l'air. Pas loin de Marseille, il y a un des plus gros bassins industriels de France, à Fos-sur-Mer et autour de l'étang de Berre. Et nous avons le numéro 1 mondial de production sidérurgique, donc ArcelorMittal. Une des 2 grandes aciéries de France est installée à Fos, l'autre est dans les Hauts-de-France. C'est un pilier de l'économie locale, hein. Je pense que le contexte est important à souligner. Plus de 2000 emplois directs et au moins 3000 emplois indirects. Sauf que cette entreprise fait l'objet de nombreux arrêtés de mise en demeure, de 2 amendes administratives et déjà de 3 condamnations en justice dont France Nature Environnement a été l'auteur. Donc on s'est basé sur des rapports de la Direction régionale de l'environnement et il faut savoir que cette entreprise dépasse, dans le cadre de son arrêté d'autorisation d'exploiter, des normes en matière de poussière, en matière de dioxyde de soufre, dioxyde d'azote, donc 2 fois supérieur aux normes pendant 10% de son temps. Donc ça, c'était en 2013. Enfin, c'est une entreprise qu'on regarde depuis 2008, pour tout vous dire. 2018, on a rassemblé plusieurs mises en demeure et donc on était devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui a confirmé la responsabilité de l'usine, dépassement de valeur journalière à plus de 110% de la valeur limite d'émission en benzène, dioxyde de soufre ou poussière. Alors il faut savoir que ces polluants, ils sont reconnus cancérigènes, notamment pour le benzène, mais qui, en plus de leur effet, chacun a un effet sur la santé, il y a également un effet cocktail qui est quand même important
à considérer. Et très dernièrement, il y a eu une étude de l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, qui démontre que les populations de l'ouest des Bouches-du-Rhône ont 2 fois plus de chances d'avoir un cancer que d'autres populations. Donc c'est vraiment un vrai sujet de santé publique. Et dernièrement, puisque l'usine fait des efforts, mais est toujours très en retard au niveau du respect des normes et de l'investissement nécessaire à faire pour pouvoir fonctionner en respectant les normes, on a déposé une plainte pour exploitation non conforme, donc le 23 mars dernier, des valeurs limites d'émission. Donc, importante de droits protecteurs, et donc qu'on a réussi à mettre en œuvre. Qu'en est-il par contre du sol? Parce que selon France Nature Environnement, le sol n'est pas considéré à la même hauteur que l'air ou que l'eau. On a eu la loi de biodiversité 2016 qui met en place, dans le cadre des principes généraux du droit, article L110-1 du Code de l'environnement, qui nous indique que le sol contribue au patrimoine commun de la nation, mais n'est pas en tant que tel un patrimoine commun de la nation. Donc la nuance est une formule un peu ambiguë. Or, quand même, le sol, donc nous on est en lien avec l'Association française de l'étude des sols, qui regroupe plusieurs chercheurs sur ce sujet-là. Le sol donc, produit de la biomasse forestière, mais aussi 95% de notre alimentation provient du sol. C'est un réservoir de carbone. Il nous stocke 20 000 mégatonnes de carbone. Il aide au stockage de l'eau, il filtre l'eau, donc un vrai enjeu sur la protection contre les inondations, par exemple, ou l'érosion. C'est un vivier pour la biodiversité. Il abrite un quart des espèces terrestres, donc il mériterait fortement d'être considéré comme un bien commun. Alors, le droit ne l'ignore pas, je ne vais pas m'étendre trop, puisqu'on va avoir de l'appréhension autour des règles de l'usage du sol à travers le droit de propriété, mais je ne m'étends pas plus sur ce sujet, ou encore au niveau des usages et activités, à travers le droit de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire. Mais ce n'est pas à la hauteur parce qu'il n'y a aucun objectif de résultat qualitatif comme on peut l'avoir au niveau de l'eau, par exemple. On n'a rien de tout ça au niveau du sol. Donc il y a eu donc, pour nous, le droit français est insuffisant. Il y a eu des tentatives ratées jusqu'à présent au niveau européen, dont nous, on a essayé, donc 2007, 2016, là, il y a encore en cours, j'espère que ça va aboutir cette fois-ci, une directive cadre sur les sols. Donc nous, on a lancé des pétitions citoyennes en lien avec le Bureau européen de l'environnement, qui sont nos homologues à l'échelle européenne, pour avoir une vraie directive de protection des sols, qui propose des mesures de prévention et des mesures d'atteinte d'objectifs qualitatifs. Voilà, c'est quelque chose d'important, donc on continue à se mobiliser et donc à suivre pour la prochaine directive. Et je finirai mon propos par une question que je partage, qui rejoint un peu les derniers propos tenus. Pourquoi le droit est régulièrement bafoué? On s'aperçoit dans ma présentation, et nous on le vit au quotidien chez France Nature Environnement, des décideurs publics comme les entreprises ont une vision très court terme, avec l'économie qui prime, c'est ce que nous constatons. Et avec l'accélération du changement climatique, on assiste à des conflits d'usage de plus en plus violents, parfois entraînant des morts. On a vu ce qui se passe autour de l'eau. Et le droit protecteur est nécessaire, mais insuffisant à lui tout seul. Et nous pensons qu'il faut repenser un contrat social, démocratique, écologique, pour l'avenir de l'humanité. Et c'est un vaste défi qui est devant nous et il faut le faire collectivement et chacun à notre échelle en fait. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions? 5 minutes peut-être? Est-ce que vous avez des questions pour les interventions? Ah, là. Et Maître Mabille.
Oui, mais j'ai une question pour le président Reynaud, parce que vous avez cité évoqué l'exemple néerlandais, et notamment à travers la décision Ourganda, qui a donné lieu, je pense, contrairement à la décision Grande-Sainte ou à l'affaire du siècle, à la mise en place à une modification assez radicale de la politique climatique des Pays-Bas, de manière à se conformer à la décision du tribunal de La Haye, qui avait été confirmée ensuite en appel et en cassation. Et ce plan climat a donné lieu à des réactions assez violentes et politiques, et un bouleversement avec l'émergence d'un nouveau parti, le Parti des agriculteurs, des manifestations, des oppositions. D'où ma question, double question. J'ai l'impression que les conséquences de l'affaire Grande-Sainte ou de l'affaire du siècle, parce que les 15 millions de tonnes, on ne sait toujours pas, en tout cas on n'a pas eu de présentation à ma connaissance des mesures pour le réparer, en tout cas qu'elles ont été peut-être moins intégrées ou moins prises au sérieux par l'État français qu'elles ne l'ont été chez nos voisins néerlandais. Et deuxième question, est-ce que lorsque le juge administratif est appelé à se positionner sur des sujets d'une telle importance, est-ce que vous avez aussi derrière les implications, les conséquences sociales et politiques qui pourraient naître de ces décisions? Merci. Alors, oui. Je crois qu'il y en a une là-bas. Merci beaucoup. Benjamin Coriat, je suis économiste, nul n'est parfait. Je voulais revenir, parce que j'ai été beaucoup intéressé par la présentation sur les obligations réelles environnementales. Et j'ai une question. Quel est l'intérêt des propriétaires à se donner ce genre de contraintes? Voilà, je voudrais comprendre ça. Parce qu'ils ont un droit exclusif, ils font ce qu'ils veulent, ils sont chez eux, puis tout d'un coup, ils décident de se créer une obligation. Pourquoi? Quel bénéfice en retire-t-il? Voilà ma question. Merci. Merci beaucoup. Merci pour la qualité des interventions. Et toujours pour Gilles, d'ailleurs, je m'intéresse beaucoup, puisqu'on parlait du sol à la fin, au déploiement de tes réflexions très, d'ailleurs, à caractère pratique et qui commencent à porter leurs fruits. Et bravo pour ça, d'ailleurs. Mais le déploiement de ce genre de raisonnement sur le terrain de la liberté d'entreprendre, c'est-à-dire, pour le dire autrement, non plus la dimension réelle liée aux propriétés foncières, mais plutôt des déploiements dans des cadres juridiques autres, touchant des objets mobiliers, par exemple, ou un certain nombre de transactions, de rapports contractuels. Est-ce que tu as des idées de la manière dont on pourrait insuffler des développements de l'ORE, mais qui ne serait plus l'ORE évidemment, dans un rapport aux objets mobiliers plutôt qu'avec une assise foncière essentiellement, même si tout se tient, puisque, à ma connaissance, très peu d'objets mobiliers viennent d'ailleurs, d'un certain point de vue, que du sol ou de la terre. Merci. Peut-être une question pour Madame Chaudon, puisque alors, le président Reynaud insistait sur le souci de l'exécution que le juge administratif avait. Et j'ai été frappée par le fait que vous avez mentionné un grand nombre de décisions de tribunaux de grande instance ou tribunaux judiciaires, Aix, Marseille, etc., en relation avec la société que vous avez mentionnée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, justement, du souci de l'exécution du juge judiciaire? Ces décisions qui sont là, est-ce que vous continuez ensuite vos actions pour essayer d'aboutir à une exécution où vous avez touché du doigt l'importance économique pour la zone de l'entreprise en question, mais est-ce que vous avez des choses à nous préciser là-dessus? Bonjour. Alors, moi j'ai une question. On a parlé de l'eau, l'air, le sol, et je me demandais qu'en est-il des ressources extractives, les mines, pétrole et gaz? Est-ce qu'on les considère comme étant également des biens communs? On va passer aux réponses, peut-être. Encore. Oui, c'est pour illustrer encore le propos du président Reynaud. J'appelle votre attention sur une décision de la Cour administrative de Versailles de l'année dernière. Il s'agissait
on rejoint ce qu'on disait ce matin sur les façades des immeubles. Là, en l'occurrence, c'est les paysages qui sont aussi des biens communs. Et en l'occurrence, c'était le paysage d'Illé-Combray. Donc là où Proust a mis tous ses récits, qui étaient menacés par un nouveau champ d'éoliennes, et compte tenu de vraiment la très grande spécificité patrimoniale, mais vraiment au sens de bien commun de cette commune, qui a changé même son nom, il est devenu Illé-Combray, la Cour administrative d'appel a annulé l'autorisation donnée aux éoliennes. Alors, rapidement, parce que comme il y a pas mal de questions, je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'abord le fait que le juge néerlandais s'est prononcé à un moment qui n'était pas le même, c'est-à-dire à un moment où il n'y avait pas encore les objectifs chiffrés qui avaient été fixés, et donc il a été amené à les fixer lui-même, ce qui posait la difficulté que je mentionnais et à laquelle vous avez fait écho en rappelant la situation politique compliquée que connaissent les Pays-Bas à l'heure actuelle. S'agissant du juge français, justement, on est bien conscient que c'est une question qui est complexe, qui a des ramifications politiques, des conséquences politiques très lourdes. Donc je crois que ce qu'on a cherché à faire, c'est à donner la pleine portée à ce qui avait été décidé par le législateur, tout en laissant les autorités politiques responsables le choix des moyens pour atteindre cet objectif. Et ça, je crois que c'est un point qui est important, c'est-à-dire que le juge administratif, il évite de dire au gouvernement, vous devez faire ci, ci et ça. En revanche, ce qu'il dit, c'est il y a une trajectoire qui a été décidée par les autorités démocratiquement élues, vous devez montrer que vous vous y conformez. Je crois que c'est ça l'équilibre. Ce qui n'est pas un équilibre facile. Hein. Je ne dis pas que ça ne provoquera pas des difficultés comme aux Pays-Bas, mais en tout cas, c'est le souci du juge administratif de rester dans cet équilibre. Oui, ben pour Versailles, oui. Alors, pour Versailles, c'est une décision qui est très intéressante, mais qui est très particulière quand même. Ça a été très bien expliqué par Madame, c'est-à-dire que toutes les communes n'ont pas la chance d'avoir été portées au firmament littéraire français et même mondial, compte tenu de l'impact de l'œuvre de Marcel Proust dans le monde entier. Donc, c'est un exemple intéressant, mais difficilement reproductible, je pense. Oui, alors, sur la question de Benjamin Coria, d'abord, la loi précise que le propriétaire qui consent une ORE s'engage à un certain nombre d'obligations et doit obtenir un certain nombre de contreparties. Donc, dans la négociation, il doit avoir des contreparties. Alors, ces contreparties peuvent être financière éventuellement, c'est-à-dire qu'on va lui donner de l'argent contre les obligations qu'il accepte. La plupart du temps, il va s'agir de contreparties, j'allais dire, d'assistance, assistance technique par exemple pour gérer son terrain, assistance administrative pour remplir des dossiers de demande de subventions qui sont accordés pour la protection de la biodiversité, alors que c'est lui-même, c'est pas son métier, il sait pas faire et on va l'assister. Il peut y avoir, toute une série de contreparties, en plus de la volonté propre et militante, j'allais dire, de certains propriétaires qui disent « mais moi je veux bien mettre », et j'ai un collègue universitaire qui a une propriété et qui souhaite, qui fait beaucoup de droit de l'environnement et qui souhaite que cette propriété soit soumise à une ORE. Donc il y a aussi cet aspect-là propre. Mais je voudrais donner un tout petit exemple, c'est vraiment un exemple très ponctuel mais qui donne une idée, c'est en Corse. Dans une commune, la commune est venue demander aux différents propriétaires de jardins sur la commune de lui consentir une ORE par laquelle les propriétaires s'engageraient à ne planter sur leur terrain que des graines labellisées Corsica Grane, donc des graines de plantes endémiques récoltées dans le maquis, etc.
moyennant quoi la commune s'engage en contrepartie à prendre en charge le maintien des murets en pierre sèche qui séparent les parcelles. Et la mairie a également demandé à ses propriétaires d'accepter qu'un sentier botanique parcourt les jardins et que les touristes puissent venir et que la commune puisse vendre des billets de visite avec un guide botaniste pour la connaissance de la flore corse. Voilà. Bon, là, on a des montages comme ça où on voit que chacun tire un petit peu son avantage. Deuxième question. Plus difficile, celle de Laurent Fombostier. Est-ce qu'on a imaginé étendre l'ORE en dehors de la propriété foncière et des objets immobiliers? Alors non, pas à ma connaissance. On a essayé, la seule tentative d'élargissement, c'est celle dont j'ai parlé avec l'obligation réelle d'intérêt commun, d'élargir les intérêts pris en compte, mais on parle toujours de propriété foncière. Pour l'instant, et déjà, on a estimé que c'était extrêmement audacieux de vouloir élargir à l'ORIC. Et pour l'instant, d'ailleurs, je n'ai pas entendu parler d'un projet de loi qui est allé en ce sens. Madame Chaudon ? Oui. Donc, oui, pardon. Est-ce que je peux dire un mot sur Versailles? Non, simplement parce que la dernière ORE dont j'ai parlé du château de Bétange prend en compte précisément, avec cette allée de 156 marronniers, prend en compte l'aspect paysager et l'a intégré dans le contrat d'ORE, c'est protection de la biodiversité, de la flore, de la faune et également l'aspect paysager. J'y vais. Donc sur la question de l'exécution, au niveau du juge judiciaire sur le volet qualité de l'air, je pense que le juge administratif et le juge judiciaire n'ont pas les mêmes leviers d'action. Donc nous, c'était au niveau civil. On a demandé une réparation du coup de notre préjudice moral. Et donc c'est des peines, enfin c'est pas des peines, pardon, excusez-moi, c'est une indemnité de préjudice. Et là par contre, on va au niveau pénal. Et donc on espère qu'il y aura des peines d'amende non négligeables derrière. Donc c'est un levier plutôt financier qui est, je pense, complémentaire à l'action du juge administratif. Et après, il y a d'autres outils que le droit, mais nous, le fait d'être en procès, ça nous permet aussi d'ouvrir une fenêtre médiatique et donc d'exercer une pression avec l'opinion publique qui est aussi importante. Oui, alors, quid du sous-sol, des ressources du coup du sous-sol Voilà. Ah, d'accord. Elle est parfaite. Vous avez... donc oui, effectivement, nous on s'inquiète c'est plus politique que juridique là mon propos, mais c'est que ça reste des ressources exploitables par des sociétés privées et donc il y a un vrai sujet d'encadrement juridique et de respect de la politique publique et des trajectoires de neutralité carbone derrière. Mais c'est pas gagné, à mon sens. Mais je suis limitée dans mes ressources sur ce sujet. Merci. Merci à tous. Et puis on laisse la place à la 4e table ronde. Merci. Merci de revenir.